Le gouvernement renforce ses efforts en matière d'accès à l'eau potable. Et pour l'année 2025, le président du Conseil fort Essozimna Nyasingbe veut plus de sacrifices et d'efforts pour offrir de l'eau potable à toutes les couches. Plusieurs mesures sont prises, vous les verrez. Les produits de mer doivent bénéficier de repos pour une reproduction. Ainsi, il a institué le repos biologique. Et enfin, la musique traverse les âges et nous procure du bonheur. Et vous allez découvrir le facteur d'identité culturelle et de la musique dans un instant. Et voilà pour le sommaire, où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bienvenue dans le JDD. Elle procure la vie. Que dis-je? C'est la vie et vous l'aurez compris. Je parle de l'eau potable. Et c'est une priorité absolue qu'offre le président du Conseil fort Essozimna Nyasingbe à la population togolaise. Les efforts continuent et font passer le taux de desserte en eau potable de 47,7% en 2024 à plus de 110% en 2023 en milieu rural. Pour l'année 2025, les pouvoirs publics ambitionnent d'élever le taux national de desserte à près de 80%. Gabriel Aïna. L'accès à l'eau potable demeure un défi stratégique au Togo, mais les lignes bougent. Sous l'impulsion du président du Conseil, fort Essozimna Nyasingbe, le gouvernement intensifie ses efforts pour répondre durablement aux besoins des populations. Des projets structurants ont vu le jour, avec à la clé la construction de forages, aussi bien en milieu rural qu'en zone semi-urbaine et urbaine. Des infrastructures modernes sont installées, tandis que d'anciens ouvrages défectueux sont progressivement remis en service. Une dynamique qui traduit la volonté de rapprocher davantage l'eau potable des communautés. Avant, nos enfants avaient des problèmes, des maladies diarrhéiques, des vomissements en classe. Ils absentaient et leurs absences et leurs retards faisaient que les résultats étaient mauvais à la fin d'année. Je pense qu'avec ce forage-là, quand les enfants vont boire de l'eau potable, ces maladies vont cesser. Nous pensons utiliser cette eau dans les bonnes conditions. Nous allons mettre un comité de suivi pour la propriété autour des fontaines. Nous disons merci. Au-delà des chantiers, les résultats sont là. Le taux national de desserte en eau potable est passé de 47,66% en 2014 à 69% en 2023. Une avancée significative, fruit d'une politique cohérente et soutenue. Le déploiement de ces infrastructures constitue une étape importante dans l'élargissement de la couverture nationale et la sécurisation de l'approvisionnement. L'objectif est clair, permettre à chaque Togolais d'avoir accès à une eau potable partout sur le territoire. Les localités périphériques sont en pleine urbanisation avec le déplacement de la population vers ces quartiers, ce qui accroît les besoins en termes de demande. Et pour faire face à tout ça, nous avons eu les instructions des hautes autorités pour renforcer les ouvrages de production. C'est une station qui vient d'être réhabilitée et renforcée pour couvrir le besoin en eau potable. Au départ, nous avons une production journalière d'environ 1500 mètres cubes et on avait un déficit estimé à environ 600 mètres cubes jour. Et donc ce projet est venu combler ce déficit. Donc de 1500 mètres cubes jour, nous sommes aujourd'hui en moyenne à 2500 mètres cubes jour. Pour atteindre l'objectif de développement durable 6 à l'horizon 2030, le Togo peut aussi compter sur l'appui de ses partenaires techniques et financiers, ainsi que sur la mobilisation des organisations de la société civile. Ces messieurs et dames qui nous élaborent des plans architecturaux sont généralement formés à l'école africaine des métiers de l'architecture de l'urbanisme basée à Lomé. Une nouvelle génération vient d'être déversée sur le marché de l'emploi. Ils sont au total 112 étudiants admis en Master 2. Le grand jury les a déclarés aptes pour recevoir leur diplôme. Judith Attaqué, Yasmine Kodia, précision. C'est un jour de consécration pour 112 étudiants de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO. Ils reçoivent leur diplôme de Master 2, fruit d'un parcours exigeant marqué par le courage, l'abnégation et la détermination. La joie est palpable, les sourires témoignent de l'accomplissement.
C'est le jour le plus heureux pour moi parce que ce moment a été attendu avec beaucoup de patience, beaucoup de difficultés, beaucoup de persévérance. 2 prix, je n'ai jamais eu ça. Je suis tellement contente. Ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'on se donne à fond, qu'on se relève de temps en temps pour pouvoir accomplir un tel travail. La direction de l'établissement ne cache pas sa satisfaction. Pour les premiers responsables, ces résultats viennent confirmer l'exigence académique de l'institution et la qualité de son encadrement. Le niveau de mobilisation est vraiment élevé. Ils ont un grand potentiel, ces étudiants, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le mérite qui leur a été attribué. À partir d'aujourd'hui, ces diplômés, ces lauréats seront effectivement sur le marché de l'emploi. Et vous avez bien entendu que les grands cabinets d'architecture, d'urbanisme, de travaux publics que nous avions invités à travers les 14 pays membres sont conscients, ont vu la qualité des travaux. Présent à la cérémonie, le gouvernement, fidèle à sa politique éducative, a salué l'engagement des étudiants et réaffirmé son soutien à leur insertion professionnelle. Un accompagnement qui s'inscrit dans la volonté de bâtir un capital humain qualifié pour le développement du continent. Les valeurs que vous incarnez, l'engagement, la résilience, la ténacité aussi, sur plusieurs années. Je voudrais solennellement vous féliciter pour cela et vous renouveler nos encouragements et notre fierté. Au nom du conseil d'administration et de la direction générale de l'école, je voudrais témoigner notre gratitude à son Excellence M. Faure Eswazim Nanyasingbe, président du conseil, pour l'accompagnement constant dont nous bénéficions. Fondée il y a plus de 50 ans, l'EAMO a déjà formé plus de 2000 professionnels dans 14 pays d'Afrique. L'école entend poursuivre sa mission avec encore plus d'ambition. Son directeur général a annoncé la création prochaine d'une école doctorale dès la rentrée prochaine. L'excellence reste le fil conducteur. Les meilleurs étudiants ont été primés dans plusieurs domaines de recherche. Santé, pour poursuivre cette édition, après 6 mois d'exécution, le projet régional intitulé Collaboratif pour l'accès aux injectables AC 3.0 est arrivé à échéance. AC 3.0 est un projet qui offre une autonomisation contraceptive aux femmes et aux jeunes filles. Le comité de pilotage a discuté des résultats et des perspectives pour sa pérennisation. Et justement, je vous amène à présent à mieux découvrir cette nouvelle méthode de planification familiale, l'auto-injection. Cette méthode contraceptive a apparemment beaucoup d'avantages, comme nous le dit Gisèle Kozona. L'auto-injection, une méthode contraceptive innovante qui permet aux femmes de s'administrer elles-mêmes une injection tous les 3 mois. Cette méthode réduit les dépendances au système de santé de planification familiale. La femme décide d'adopter le DMPASC, c'est-à-dire le Sayana Press. On lui décrit les avantages, les inconvénients de ce produit, mais on ajoute ce plus-là où elle a l'opportunité de s'auto-injecter. Il y a des séances de démonstration qui se font par le prestataire et tout doucement, il y a un accompagnement qui se fait pour la cliente pour qu'elle puisse avoir cette capacité à s'auto-injecter. La femme qui est autonome pour pouvoir faire l'auto-injection peut aller, selon sa disponibilité, soit directement en pharmacie se procurer, soit aller dans la formation sanitaire. L'utilisation est simple. Après une formation, les femmes peuvent réaliser l'injection seules, généralement dans le tissu adipeux sous-cutané de l'abdomen. Cette méthode est aussi efficace que les injections réalisées par un professionnel de santé. Environ 4000 femmes ont déjà pratiqué l'auto-injection. C'est une nouvelle méthode qui est venue s'ajouter à la gamme des produits contraceptifs que nous avons déjà. La spécificité de cette méthode, le DMPASC, c'est en une injecte, c'est que c'est une seringue pré-remplie. Et donc, vous avez la possibilité vraiment, lorsque vous l'adoptez, de pouvoir vous l'auto-injecter. Et
réduire les rendez-vous manqués, c'est pour 3 mois. Lorsqu'elle rate le renouvellement, elle a la possibilité de retourner dans la formation sanitaire la plus proche pour obtenir conseil. La méthode de l'auto-injection offre une discrétion aux femmes, leur permettant de faire la contraception sans avoir à se déplacer dans un centre de santé. De nos jours, plusieurs jeunes souffrent de la déformation de la colonne vertébrale. Communément appelée scoliose, cette maladie est due généralement à la mauvaise posture assise. Plusieurs d'autres facteurs sont à prendre en compte. Dans le sujet qui suit, Sandra Gauthier et Yasmine Kodia donnent quelques mesures de prévention pour éviter ou minimiser le risque de son apparition. Entre amis, on se partage des idées. Les discussions vont bon train, mais une remarque retient l'attention. La manière de s'asseoir de chacun. Certains dans des positions droites et d'autres dans des positions courbées. Des mauvaises postures qui peuvent avoir des impacts à long terme sur la colonne vertébrale et provoquer la maladie de la scoliose. Une affection méconnue, mais non négligeable, caractérisée par une courbature latérale anormale de la colonne vertébrale qui touche des millions de personnes à travers le monde. Au niveau de la scoliose, il y a les scolioses idiopathiques, donc qui surviennent comme ça sans cause apparente. Il y a des scolioses qui sont liées à des maladies neuromusculaires et il y a des scolioses congénitales. Donc voilà les 3 types de scoliose. Les signes précurseurs, bien les signes annonciateurs, il y a certaines maladies neuromusculaires qui font atteinte à la moelle épinière. Il y a des maladies congénitales comme genre spina bifida, qui est un retard ou bien un mauvais développement de la moelle épinière ou bien de la colonne vertébrale chez l'enfant. Il y a aussi une croissance anormale sévère de la colonne vertébrale. Donc déjà, quand on voit ces cas-là, on peut déjà penser à consulter, voir s'il y a apparition ou bien problème de scoliose apparente. Cette pathologie peut toucher des personnes de tout âge. Un diagnostic à temps est donc nécessaire pour éviter des complications graves chez les patients. Elle peut être traitée par des méthodes non chirurgicales comme la physiothérapie et le port de corset. Dans les cas les plus graves, les médecins ont recours à la chirurgie. À un moment où l'angle entre les vertèbres supérieures et les vertèbres inférieures de la scoliose dépasse déjà 40 degrés, là le traitement orthopédique ne peut plus rien faire. Les exercices à faire, il faudrait faire beaucoup de sport, la natation surtout, l'athlétisme. On peut faire aussi la danse et puis aussi faire des exercices, beaucoup de la gymnastique, où on fait des exercices d'étirement latéraux, étirement sur le ventre, des exercices d'équilibre pour éviter de surcharger les sacs à dos des enfants. La scoliose, bien que courante, reste méconnue et nécessite une sensibilisation accrue. L'éducation et le dépistage précoce peuvent réduire les complications et améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Prendre soin de notre colonne vertébrale dès le plus jeune âge peut grandement contribuer à prévenir ces genres de pathologies. Pour permettre aux espèces marines de se reproduire sans être perturbées et favoriser le renouvellement des stocks et le maintien de la biodiversité, le repos biologique est nécessaire. Cette fermeture saisonnière de la pêche a été expliquée hier par les acteurs du secteur halieutique aux journalistes. Ils vont servir de relais à leur tour afin de prendre en compte et d'expliquer cette mesure cruciale pour les populations. Nicole Attila. La Fédération nationale des unions coopératives de pêche du Togo, FENUCOPETO, s'engage aux côtés du ministère des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance. Réuni en conférence de presse, le président de la FENUCOPETO a expliqué le bien fondé du repos biologique aux pêcheurs, marailleuses et revendeuses de poissons. Cette rencontre fait suite au communiqué du ministre d'État Yark Damham qui suspend temporairement les activités de la pêche maritime et lagunaire conformément aux dispositions en vigueur.
Pour les pêcheurs, le message est passé. On nous a expliqué tous les impacts. Quand nous refusons de ne pas respecter les repos, demain on n'aura plus de poisson. Nous n'avons plus notes. La durée du repos varie selon le type de pêche. Pour la pêche artisanale, il s'étend sur un mois, du 1er au 31 juillet 2025. Quant à la pêche industrielle, la suspension durera 2 mois, soit du 1er juillet au 31 août 2025 prochain. Voilà ce qu'il faut savoir sur le repos biologique. Lutte contre la corruption, surtout en matière de passation des marchés publics au Togo. L'autorité de régulation de commande publique tient au respect scrupuleux des règles régissant le secteur. À Kara, ce sont les acteurs de justice de la Cour d'appel qui ont suivi une séance d'information et de formation sur le dispositif normatif de lutte contre la corruption et les infractions assimilées en matière de commande publique au Togo. Nessor Mouzou, précision. Magistrats et autres auxiliaires de justice de la Cour d'appel de Kara à l'école du dispositif normatif de lutte contre la corruption et les infractions assimilées dans la commande publique au Togo. Une formation à l'actif de l'autorité de régulation de la commande publique. Au niveau de l'ARCOP, il existe un organe, le comité de règlement des différents organes compétents pour traiter les situations non juridictionnelles du contentieux pouvant naître lors des passations des marchés ou lors de l'exécution des contrats de la commande publique. Lorsque cet organe délibère ou prend des décisions, celles-ci sont susceptibles d'être déférées auprès des juridictions compétentes. À partir de ce moment, il revient aux acteurs de la justice de prendre le relais. C'est ce qui justifie cette formation des acteurs de la chaîne judiciaire. Il est apparu important pour nous de former ces acteurs de la chaîne judiciaire pour qu'ils puissent prendre connaissance des dispositions légales. Il s'agit donc de leur parler naturellement dans des dispositifs de la loi numéro 2021-033 relative au marché public, ainsi que le décret 2019-0427 portant code d'éthique et de déontologie dans les marchés publics. C'est à travers les marchés publics que se mettent en œuvre les projets de développement. Et ces projets-là, ou ces infrastructures mises en place, c'est au profit des populations. À ce jour, le comité de règlement des différends de l'autorité de régulation de la commande publique a rendu 1020 décisions. Cette formation des acteurs de justice de la Cour d'appel de Kara intervient quelques jours après celle de ceux du ressort de la Cour d'appel de Lomé. L'ARCOP a été soutenu dans l'organisation de ces deux activités par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La nouvelle campagne de production 2025-2026 vient d'être lancée au Togo à marché de Soja et c'est depuis Atakpamé que les acteurs de la filière ont annoncé la nouvelle. Une campagne nationale réussie et des stratégies pour l'amélioration des rendements ont été annoncées. Silver Abdou. Les producteurs, commerçants et exportateurs de soja ambitionnent d'atteindre une production de 500 000 tonnes en 2026. Actuellement estimée à 260 000 tonnes, les acteurs se mobilisent pour accroître leur performance et faire du soja un secteur clé de développement socio-économique. Pour concrétiser cette ambition, la campagne de production 2025-2026 du soja est donc lancée. Une campagne pour resserrer les liens, renforcer la synergie d'action pour une production plus stratégique orientée vers l'émergence du secteur. Plus que jamais, nous sommes très engagés à ce que notre filière ne recule pas. Nous sommes conscients qu'il y a un tout petit peu baisse de rendement. Et donc nous avons travaillé sur l'utilisation de semences certifiées. Vous savez que quand on parle de production en général, du soja en particulier, la contribution des semences certifiées est de 40% au résultat final à la récolte. Et donc l'élargissement de l'utilisation des semences certifiées est une stratégie, est une approche pour augmenter, mais beaucoup plus nous avons travaillé sur la communication pour que les acteurs augmentent leur superficie, que les acteurs n'abandonnent pas. Face aux défis multiples qui freinent encore la croissance de la filière, les acteurs redéfinissent de bonnes pratiques agricoles et des stratégies d'introduction des semences de qualité, des semences déjà disponibles et mises à la disposition des producteurs.
Avec l'utilisation de la semence améliorée et des fertilisants, ça va booster la production. Et au moins sur un hectare, si le producteur a 2 tonnes, 1 tonne 500, c'est un peu bon. C'est que chaque producteur utilise les semences qu'on lui donne et respecte les itinéraires techniques. Pour cette campagne, les producteurs, commerçants et exportateurs de soja veulent produire plus et mieux pour le respect de la planète. Une politique pour promouvoir le reboisement, comme le cas ici, afin de préserver l'environnement et renforcer le couvert végétal. Vous l'avez compris, un tour à l'international dans cette édition, direction le Soudan, alors que le pays est en crise et que des millions de personnes luttent pour trouver de quoi se nourrir. Et après 2 ans de conflit, beaucoup se tournent vers les mauvaises herbes et les plantes sauvages pour calmer les affres de la faim. Un reportage de nos confrères de Africa News. Le Soudan est en proie à la famine. L'insécurité alimentaire est particulièrement grave dans la région du Kordofan, du Mont-Nouba ou du Darfour, où les camps d'El Facher et Zamzam sont inaccessibles selon les organisations humanitaires. Le conflit entre les forces paramilitaires et l'armée régulière complique l'assistance humanitaire. Après 2 ans de conflit, les gens sont vraiment dans une situation d'extrême nécessité, en particulier dans les régions qui viennent tout juste d'être accessibles. Les gens ont besoin d'accéder à toutes sortes de services et d'articles de base, y compris la nourriture. Avec un seul repas au quotidien, des familles survivent à base de bouillie de millet, de mauvaises herbes, de plantes sauvages ou même du charbon selon le Programme alimentaire mondial. Les gens mangent des restes de cacahuètes. En arabe, cela s'appelle umbaz et c'est en fait ce qui reste après avoir utilisé des cacahuètes pour produire de l'huile d'arachide. Donc il s'agit vraiment de restes de nourriture faits à partir de coquilles de cacahuètes qui sont habituellement utilisées comme fourrage pour les animaux. Il s'agit là de mesures extrêmes auxquelles les gens ont recours pour survivre. On nous a également rapporté que des personnes avaient mangé de l'herbe et des feuilles. Les travailleurs humanitaires affirment que la guerre a fait grimper les prix sur les marchés, limité l'acheminement de l'aide et réduit les terres agricoles dans un pays qui était autrefois le grenier du monde. Lutte contre le paludisme en Afrique, des drones ont été développés par une start-up japonaise dotée d'intelligence artificielle pour mieux gagner la lutte. Regardez. PIB. Il reste, selon le Forum économique mondial, l'un des principaux freins au développement. Éliminer cette maladie permettrait de libérer un potentiel économique important sur le continent, car le paludisme ne se contente pas de tuer, il affaiblit les populations, surcharge les systèmes de santé, freine l'éducation et mine la productivité. Face à la résistance croissante au traitement et aux limites des méthodes traditionnelles, souvent coûteuses et peu ciblées, la technologie ouvre de nouvelles perspectives. Au Ghana, au Kenya et en Sierra Leone, la start-up japonaise Sora Technology utilise des drones intelligents dotés d'intelligence artificielle pour localiser, cartographier et neutraliser les foyers de moustiques en y déposant des larvicides de manière ciblée et efficace. Les résultats sont prometteurs. Jusqu'à 40% d'économie sur les coûts de prévention, une réduction de 70% de l'utilisation des insecticides et une baisse de 50% des coûts de main-d'œuvre. Avec 4,8 millions de dollars levés en mai 2025, Sora prévoit d'étendre ses opérations à 6 pays africains tout en développant des drones encore plus autonomes et une intelligence artificielle plus performante. Pour le fondateur de Sora, Yosuke Kaneko, l'enjeu dépasse la santé publique. Il s'agit de renforcer les capacités locales, réduire la dépendance à l'aide extérieure et créer un cercle vertueux pour un développement durable en Afrique. Et voilà Notre-Dame du Net qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Victoire. Bonjour Eden. Et que peut-on retenir cette semaine sur le net?
Beaucoup de choses. D'abord, première actualité, le ministère en charge de l'économie numérique vient en effet de lancer un appel à candidature pour le recrutement de 900 tuteurs. Et c'est dans le but d'assurer la formation de 15 000 étudiants en programmation informatique, en licence en intelligence artificielle et en anglais. Les futurs tuteurs devront être inscrits en master ou en doctorat à l'université de Lomé ou Kara. Ils bénéficieront d'une formation intensive dès mi-juillet et ce pendant 3 mois. Et à l'issue de cette phase préparatoire, les tuteurs accompagneront pendant 1 an des groupes d'étudiants en licence en collaboration avec des enseignants et coordinateurs académiques. Ils auront également accès à des ressources numériques, à des opportunités de stage et d'emploi via l'agence Togo Digital, ainsi qu'à d'autres avantages supplémentaires tels que des voyages et du matériel informatique. La date limite, il faut savoir que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 14 juillet 2025 à 23h59. Et voilà, et en matière d'économie bleue, le Togo accueille le forum Blue Invest Africa 2025 et ce sera les 15 et 16 octobre prochains. Est-ce qu'on peut connaître la quintessence de ce forum? Effectivement, le Togo accueillera les 15 et 16 octobre prochains le forum Blue Invest Africa 2025. Il faut savoir que c'est un forum organisé par l'Union européenne qui vise à promouvoir les investissements dans l'économie bleue en Afrique. Et c'est à travers des relations entre entrepreneurs du secteur maritime et investisseurs internationaux. L'édition 2025 sera centrée sur les investissements durables entre l'Afrique et l'Europe. Elle présentera également des solutions innovantes dans des domaines tels que la conservation des océans, les énergies maritimes, la pêche durable, l'aquaculture ou le transport maritime. Déjà 25 projets africains dont un Togolais orienté vers l'aquaponie ont été sélectionnés pour y participer. Il faut également savoir que ce forum s'inscrit dans la stratégie du Togo de valoriser son littoral et renforcer sa position comme un hub logistique sous-régional. Et le nouvel an islamique sera particulier. La Kaaba a été remplacée. C'est vrai, Idem, c'est un événement historique qui mobilise chaque année des dizaines d'artisans hautement qualifiés, déjà parce que c'est une étoffe sacrée en soie noire bordée de versets coraniques en fil d'or et d'argent. Et à l'occasion du Nouvel An islamique, la Kaaba a été revêtue de sa nouvelle kiswa au cours d'une cérémonie solennelle. Vous allez le voir dans une vidéo. Des milliers de personnes assistent à cela. Et petit rappel, cette couverture pèse environ 1,4 tonnes et mesure 14 mètres de haut, ce qui explique d'ailleurs sa confection qui prend près d'1 an, qui nécessite forcément des pièces soigneusement bordées à la main au complexe du roi Abdel Aziz. Nous allons découvrir une femme, elle est polyandre, mais elle a été traduite en justice. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que la polyandrie n'est pas autorisée dans tous les pays. Et justement, nous allons aujourd'hui au Nigeria, où une femme nommée Harira a été traduite en justice pour avoir épousé 2 hommes simultanément. Selon les faits, Harira était légalement mariée depuis 6 mois à son premier époux nommé Sagiru, bien qu'il vivait séparément. Un jour, l'homme aurait décidé de rendre visite à sa femme et c'est quand il est allé qu'il aurait surprise avec un autre homme dans leur lit conjugal. Choqué, il aurait immédiatement alerté les voisins, provoquant un tollé dans la communauté. Lors de l'audience, Harira a d'abord nié tout lien matrimonial avec son premier mari. Cependant, confrontée à un sermon sur le Coran exigée par le juge, elle est revenue sur ses déclarations et a reconnu d'ailleurs être toujours liée à Sagiru, son premier mari. Le second présumé mari d'ailleurs, Bello, a quant à lui déclaré que son mariage avec Harira avait été contracté par l'intermédiaire de son oncle, de l'oncle de cette dernière, contre une dot de 100 000 naira. Et face à la complexité de cette affaire, le juge a donc ordonné l'ouverture d'une enquête
enquête policière approfondie. En attendant les résultats de cette investigation, il a ordonné le placement en détention provisoire de Harira ainsi que son second mari. Actuellement, l'affaire suscite de nombreuses réactions dans la région, comme quoi une forme d'injustice qui autorise la polygamie pour les hommes selon la loi islamique, mais pas la polyandrie pour les femmes. Ouais, mais pour plusieurs raisons, la polyandrie ne peut pas être acceptée. Effectivement. Vous comprenez, voilà. Mais est-ce qu'elle a au moins essayé de dévoiler les mobiles de son acte? Bon, pas vraiment, mais elle est déjà, elle a été traduite en justice quand même. D'accord. Et merci beaucoup. Je vous en prie. À dimanche prochain. À dimanche prochain. La ministre en charge du commerce et la gouverneure du Grand Lomé étaient sur le terrain hier. Elles se sont rendues dans quelques marchés pour constater le bon déroulement des activités marchandes. Dans un calme absolu, les marchés ont été animés. Chose vue avec Nicole Attila. Samedi 28 juin 2025, une matinée ordinaire dans les marchés du Grand Lomé. Notre équipe a pris le pouls de quelques centres névralgiques de l'économie urbaine. À Orlando comme à l'abattoir du Grand Marché, les étals sont bien garnis, les commerçants présents, mais la fréquentation n'est pas celle des grands jours. Ici, l'ambiance est là, mais moins électrique que d'habitude. La prudence semble avoir gagné du terrain. Changement de décor à Akodesewa Didenou, à Sieye Kedranawe et surtout à Adido Gome à Sieye. Le jour de marché oblige, la foule y est dense, les voix se mêlent, les négociations s'enchaînent. L'effervescence est palpable, presque rassurante. Depuis lundi, le marché s'anime. On n'a pas de problème. Les revendeuses et les revendeurs, tous sont venus. Et ceux qui sont un peu éloignés de la ville, ce sont eux qui n'ont pas pu venir hier, mais aujourd'hui, presque tout le monde est venu. Ce que nous gagnons par jour, c'est ce que nous mangeons. Comment nous allons faire pour rester à la maison? Donc tout le monde était là. Comment rester à la maison? Une femme ne sort pas, la maison est pauvre, non? C'est la femme qui sort avant d'amener quelque chose à la maison. Donc on est en train d'appeler nos autres camarades d'autres marchés aussi que nous connaissons. Nous sommes en train de leur dire qu'ils n'ont qu'à sortir, qu'il n'y aura rien. Dans ces marchés, véritables poumons économiques du pays, la vie continue. Commerçants et clients bravent le quotidien. Partout, comme ici, l'ambition collective est claire. Préserver l'unité, la paix et la stabilité, des valeurs fondamentales pour la construction d'un Togo solidaire et tourné résolument vers le développement. L'économie togolaise affiche des signaux verts avec un taux de croissance attendu à 6,2% en 2025 après 6,3% en 2023. C'est une annonce faite à la dernière session du Conseil national du crédit au titre du deuxième trimestre de l'année 2025. Malgré les crises économiques mondiales, le Togo tire son épingle du jeu et maintient le cap d'une économie résiliente et forte. Antoinette Omao va voir. Au Togo, malgré les turbulences économiques mondiales, le pays affiche une dynamique encourageante. Grâce aux réformes menées ces dernières années, les signaux de la reprise et de la stabilité sont bien visibles selon le ministre de l'Économie et des Finances. Au Conseil national du crédit de ce mois, l'état de l'économie togolaise au 31 mars 2025 est prometteur. Il ressort que le pays maintient une trajectoire de croissance maîtrisée. Au niveau national, sous le leadership éclairé de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président du Conseil, les réformes entreprises ces dernières années ont permis à l'économie togolaise de démontrer des signes de résilience. En effet, comme annoncé au début de l'année, le taux de croissance économique est projeté à 6,2% en 2025, après 6,3% en 2024. Tous les secteurs devraient contribuer à cette croissance
en particulier le secteur tertiaire. Les données disponibles indiquent que sur les 3 premiers mois de l'année, la conjoncture macroéconomique est globalement favorable avec un indice du chiffre d'affaires dans les services marchands qui a progressé de 5,2% en glissement annuel. Par ailleurs, le taux d'inflation et d'endettement sont contenus dans les normes communautaires. En ce qui concerne le financement, les banques ont accru leurs efforts avec une augmentation de 19% des crédits accordés sur un an, atteignant un montant total de 286 milliards de francs CFA pour le premier trimestre. Une tendance qui témoigne de la confiance des institutions dans la relance. Je me réjouis particulièrement que la part des financements en faveur des très petites et moyennes entreprises a augmenté pour atteindre 44% contre 37% à la même période l'année précédente. Nous accorderons une attention particulière à la note sur les mécanismes innovants de recouvrement des créances des institutions de microfinance. Cette session a également mis l'accent sur les nouvelles méthodes de recouvrement des prêts dans les structures de microfinance afin de renforcer la solidité du secteur financier informel qui touche de nombreuses couches sociales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Porté par une volonté de réforme et de soutien aux plus petites entreprises, le Togo poursuit son chemin vers une croissance stable, inclusive et résiliente. Le Conseil a également annoncé la nomination de M. Maoliko Djovi-Kouchoro en qualité du nouveau représentant du Togo au sein du comité de politique monétaire de la BCEAO-CPM. Les TPME jouent un rôle non négligeable dans l'économie togolaise. Elles représentent plus de 90% du tissu économique et contribuent à hauteur de 40% au PIB. Lors de la journée internationale qui leur est dédiée le 27 juin dernier, les acteurs du secteur ont planché sur les crédits bail comme une solution de financement des entrepreneurs. Eliagba Nyandao, précision. Elle représente plus de 90% du tissu entrepreneurial au Togo et génère des milliers d'emplois. Vecteur de croissance, les TPME ou très petites et moyennes entreprises sont à l'honneur. Le ministère en charge du commerce et le PNUD, à travers cette rencontre, mettent la lumière sur le rôle que jouent ces TPME dans l'écosystème entrepreneurial. Occasion de les appeler à plus de courage et d'engagement. Le thème évoque beaucoup de choses pour moi parce que la plupart d'entre nous, en tant que TPM, on a des défis par rapport à l'accès au financement. Quand tu vas en banque, il y a beaucoup de documents qu'on te demande et finalement, tu ne peux pas avoir accès à ce financement-là. Et le fait qu'il y ait un autre moyen qu'on nous présente aujourd'hui, qui est celui du crédit bail, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Donc, je suis vraiment dans l'expectative de mieux comprendre comment ça fonctionne pour voir comment est-ce que je peux appliquer cela pour le développement de mon entreprise. La journée internationale des TPME souligne également les difficultés auxquelles elles sont confrontées, en l'occurrence l'accès au financement et la promotion des mesures de soutien. Derrière chaque TPME se trouve un homme, une femme jeune qui travaillent souvent dans des conditions difficiles et donc sont confrontés à des défis. Aujourd'hui, cette journée permet de rappeler cette importance et de partager les expériences, de sorte à identifier des solutions pour contribuer à atténuer les défis de cette PME. Et parmi ces défis, il y a la question cruciale du financement. L'objectif essentiel, c'est de pouvoir catalyser tout ce qui est solution d'accompagnement des TPME, surtout en matière de financement, de sorte que cette solution puisse faciliter l'accès des TPME à des ressources, à des équipements, sans forcément être confrontés aux difficultés du circuit de financement bancaire classique. Le 27 juin est une date importante dans la vie des TPME. Elle permet de sensibiliser le public et les décideurs à l'importance des TPME et aux actions visant à encourager leur croissance. Le PNUD, l'un des partenaires de la promotion des TPME, appuie les mécanismes incitatifs pour la formalisation, la digitalisation des services, l'accès à l'information, à la formation et à leur financement.
Nous sommes à présent sur ce plateau avec Richard Gabin Bédé. Il est le président du CISA, entendez, Comité international de la solidarité africaine. Bonjour, monsieur Bédé. Bonjour, monsieur Sousoupo, et bonjour à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de la télévision nationale, la TVT. Merci beaucoup. Comment vous vous portez? Nous allons super bien. Et vous êtes togolais, bien sûr? Oui, je suis togolais. Le nom en dit long? Oui, merci. Bédé veut dire quoi? Bédé, c'est forgeron, c'est mécanicien. Agbédé ou bien Bédé? Oui, c'est Bédé. Agbédé, mais on a essayé de franciser ça un peu. On a enlevé le A et ça demeure Bédé. Voilà, nous allons parler des choses essentielles, surtout votre structure, le CISA. Et d'emblée, qu'est-ce que c'est le CISA? Le CISA, c'est le Comité international de la solidarité africaine. C'est une organisation internationale, apolitique et à but non lucratif, dont la mission est de redynamiser l'excellence sur le continent africain, célébrer le capital humain africain. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et vous célébrez le capital humain africain et nous avons eu dire que votre structure est célèbre à titre intime et vous étiez récemment à Casablanca au Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement là-bas et de l'autre côté? Vous savez, réussir en Afrique, ce n'est pas facile. Et quand vous avez des parents, quand vous avez des aînés qui font d'excellent travail pendant toutes ces années, qui font preuve d'excellence, preuve d'engagement et de détermination, on ne peut que les encourager, on ne peut que les célébrer, surtout à titre intime, c'est-à-dire pendant qu'ils sont là. Et c'est ça l'une des missions du CISA, bien entendu le Comité international de solidarité africaine. Nous étions à Casablanca justement pour rendre hommage à l'excellence de 18 personnalités africaines, ces hommes et femmes qui font la fierté de nos communautés. Et ces 18 personnalités sont issues de 6 pays, à savoir la Guinée-Conakry, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Ces 18 personnalités ont reçu une double distinction. D'abord, le prix spécial CISA du leadership et de l'engagement africain, et elles ont été également élevées au rang de docteur honorifique par notre partenaire. Voilà, dans une collaboration d'exclusivité sur l'Afrique, il s'agit là d'une université publique d'État américain que nous appelons Austin Peay State University. Et ce qui veut dire que c'est un double événement, puisque vous parlez de célébrer à titre intime des personnalités qui ont marqué et qui ont impacté leur entourage. Et au même moment, vous avez décerné aussi des diplômes. Ils sont docteurs ou bien professeurs? Non, ils sont élevés au rang de docteurs. Au rang de docteurs. Au rang de docteurs. Et voilà. Ce double événement, est-ce que vous avez l'habitude de le faire ou bien comment ça se passe? Vous savez, l'une des missions du CISA, comme c'est dit, c'est de célébrer de leur vivant ces hommes et femmes qui font la fierté de nos communautés. Et déjà à Lomé, nous l'avons fait en 2023 à l'hôtel Sarakawa. Après, nous sommes allés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour faire cette même célébration. Ces hommes et femmes qui font la fierté de nos communautés du côté de la Côte d'Ivoire. Après, nous avons été à Bamako. Donc, pour ce qui concerne le Mali, après, au Bénin, à Cotonou. Et ça fait la deuxième fois pour ce qui concerne la double distinction. Parce que si nous parlons de célébration, on fait fondamentalement allusion à, au prix de l'excellence que le CISA donne. Maintenant, cette deuxième fois-là, c'est une collaboration avec l'université américaine, Austin Peay State University. Et ça fait la deuxième fois que nous faisons cette double distinction. La première fois, c'était en novembre de l'année dernière, à Marrakech, toujours au Maroc, que nous aimons beaucoup bien. Et cette année, c'était le 21 juin dernier à Casablanca, à Radisson Hotel, toujours avec Austin Peay State University pour cette double distinction. Est-ce que d'abord on peut connaître les critères de sélection de ces hommes et femmes qui reçoivent cette distinction? L'un des critères qu'il ne faut pas négliger, c'est la réputation irréprochable. Vous savez, en célébrant, en exaltant ceux qui font la fierté de nos communautés, en célébrant leur parcours, c'est vrai de les encourager, mais c'est d'envoyer un message à l'endroit de la jeunesse africaine. Une partie de la jeunesse africaine qui parfois pense que l'herbe n'est verte qu'ailleurs. Une partie de la jeunesse africaine qui pense qu'il faut aller traverser la Méditerranée pour se chercher et que l'Eldorado, du moins, les possibilités de réussir se trouvent non pas sur notre continent, mais hors du continent. Vous le savez,
il y a beaucoup qui laissent leur vie dans les eaux profondes, hélas. Donc en célébrant, en exaltant ceux qui sont des modèles de réussite en Afrique, c'est de montrer à la jeunesse africaine que sur notre continent, il est bien possible de réussir. Et pour ce faire, l'un des critères, justement, c'est la réputation du récipiendaire. Il faut que le récipiendaire soit d'une réputation irréprochable, que son parcours suscite adhésion. Ça, c'est le tout premier critère. Le deuxième critère, c'est l'impact réel du récipiendaire. Il faut qu'autour du récipiendaire, il y ait des témoignages qui fusent, des témoignages qui prouvent suffisamment que c'est un modèle de réussite. Voilà. Et le troisième critère, c'est l'impact social du récipiendaire et la source d'inspiration que le récipiendaire est. Monsieur Soussoupo, je vous dis ceci. Parent que vous êtes, on vous donne un nom d'un opérateur économique ou d'un leader sur le continent. Et on vous demande, est-ce que vous souhaiteriez que votre fils devienne comme lui? Vous fermez les yeux, vous les ouvrez et vous dites, oui, je veux vraiment que mon fils devienne comme lui. Ça veut dire que ce leader est une source d'inspiration. Et les parents voudront que leurs enfants deviennent comme lui. Donc c'est un des critères principaux. On a comme l'impression que vous primez, sinon vous honorez beaucoup plus les entrepreneurs. Est-ce que d'autres, ceux qui sont dans d'autres corps de métier aussi, peuvent en bénéficier? Vous savez, le CISA est dans une vision inclusive. Voilà. Et si vous êtes leader, si vous avez de l'impact sur nos communautés, opérateurs économiques, leaders d'opinion, politiques, etc., médecins, qui que vous êtes, dans une posture professionnelle, vous méritez, selon que vous êtes une source d'inspiration, selon que les peuples de notre continent, selon que la jeunesse peut s'inspirer de vous, eh bien, vous pouvez être distingué. Et vous avez vu la dernière fois, il y a le maître Robert Dossou du Bénin, qui a été président de la Cour constitutionnelle. Il a été ministre, député, il a traversé beaucoup d'histoires au Bénin. Il a fait partie des 18 personnalités africaines qui ont été honorées à Casablanca. Tout ceci pour vous dire, Monsieur Soussou, pour que ce que nous distinguons, ceux dont le parcours est célébré, ce n'est pas exclusivement les opérateurs économiques, mais ça s'étend sur tous les secteurs d'activité. Nous avons à Casablanca au moins 9, si j'ai bonne mémoire, 9 Togolais qui ont été primés, en fait, qui ont reçu cette distinction également. Est-ce qu'on peut savoir, on peut avoir une idée de ces gens-là? Vous savez, l'une des fiertés de notre pays, le Togo, en termes d'imprimerie, et vous le savez, c'est la semeuse. L'imprimerie La Semeuse, portée par M. Folie Demania Aïvi, et il est de bon ton que depuis 1979 où ce monsieur a créé cette entreprise. Dans la constance, ça fait aujourd'hui plus de 45 ans qu'il est là sans jamais disparaître. Voilà. Et il est important de le célébrer. Donc il fait partie des 9 Togolais qui ont été distingués. Quand vous prenez la microfinance, la CECA, M. Yombo Odanou, voilà, qui travaille énormément pendant toutes ces années, il mérite amplement d'être célébré, d'être distingué. Quand nous parlons de la formation, vous savez, l'État lui seul ne peut pas former tout le monde. C'est pourquoi il y a des structures privées qui s'appuient, ou du moins s'appuient la vision de formation et de renforcement de l'État. Et nous ne pouvons pas ne pas citer Formatec, qui fait absolument la fierté de nos communautés et dont le directeur général, M. Amé Kossi, a été célébré. Voilà. Et Nagode Transfert, qui aujourd'hui fait la fierté des transports dans notre pays et qui a même créé un système qui permet justement aux Togolais, dans notre réalité, de pouvoir envoyer de l'argent et en recevoir. Il fait partie de ces récipiendaires, pour ne citer que cela. D'accord. Et entre autres, est-ce que vous avez, au niveau de votre comité, vous avez des partenaires qui vous appuient et comment ça se fait, ou bien c'est sur fonds propres que vous roulez? Merci pour l'intérêt que vous portez à cela. Vous savez, pour ce qu'on a fait, par exemple, à Casablanca, il y a eu le groupe Evame SA, voilà, qui est dans les motos Khaoudou, qui a été sponsor officiel, qui a compris la vision et qui a dit qu'il faut absolument l'accompagner. Il y a Nagodi encore que nous citons, qui n'a pas manqué de soutenir l'initiative. Il y a pas mal de personnalités, pas mal de structures, que ce soit ici au Togo ou hors de notre pays et même hors du continent, qui ont compris que célébrer de leur vivant, ceux qui font la fierté de nos communautés, c'est précieux. Et que dans nos communautés, il y en a qui travaillent dans l'ombre et qui absolument méritent d'être révélés. Voilà. Tant la vision est noble, tant ça suscite engouement pour ce qui concerne les soutiens, et c'est comme cela que nous fonctionnons. Voilà, peut-être pour finir, est-ce que vous ne faites pas des actions sociales
je dirais plutôt, aller vers ces élèves, ou bien je ne sais pas, qui voient en ces personnes-là des personnalités en qui ils peuvent croire. Est-ce que vous n'avez pas une vision, bien des objectifs pour eux, pour pouvoir les inciter à faire comme eux? Vous savez, chaque fois que nous avons un événement, nous invitons des jeunes, voilà, pour que le partage d'expérience de ces aînés-là les impacte. Et ils participent fondamentalement à cela. Au Maroc, où nous avons eu l'événement, il y a eu les Marocains qui ont été invités, la jeunesse marocaine. Voilà. Il y a les opérateurs économiques marocains, ceux qui sont au début de leurs activités, pour qu'ils apprennent de ce parcours-là. Voilà. D'accord, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci. Et voilà, et bon vent à votre structure. Merci, M. Sissoko. Le Togo dispose d'un des meilleurs centres de formation de la filière avicole en Afrique. Il est logé au sein de l'université de Lomé. Le CERSA a fait du chemin et se distingue aujourd'hui de par la qualité de sa formation. Nous faisons focus sur ce centre avec Gabriel Ayena. Basé à l'université de Lomé, le centre d'excellence régional sur les sciences aviaires CERSA s'impose comme une référence dans la formation et la recherche en aviculture en Afrique de l'Ouest. Plus qu'un centre académique, il accueille étudiants et professionnels du secteur pour des formations de haut niveau. Le CERSA, c'est ce centre-là qui est quand même unique, il faut le dire, dans la sous-région, parce que c'est le seul centre parmi 53 centres de la Banque mondiale qui s'occupent de la filière avicole de A à Z. Nous avons des niveaux de formation, master, doctorat. Le doctorat, on a déjà enregistré plus d'une centaine d'étudiants. Les masters, plus de 300 étudiants qui sont venus d'un peu partout, d'environ 17 pays de la sous-région. En plus de ça, il y a aussi les formations de courte durée où on a formé plus de 3000. À part le fait que nous formons, nous avons en même temps la recherche. Comment utiliser nos ressources locales pour produire. Des techniques modernes d'élevage de poulets de chair à la valorisation de la production, en passant par la biosécurité et la gestion sanitaire des exploitations, le CERSA fournit toutes les connaissances et compétences nécessaires, contribuant ainsi à la professionnalisation du secteur avicole. L'élevage intensif à grande échelle demande des connaissances. Ce n'est pas l'élevage familial où on laisse le poulet, il mange. Non, ici vous enfermez des milliers de poulets ensemble, ce qui favorise les maladies. Donc c'est ces formations qui nous disent quelles sont les dispositions pratiques à prendre, ce que nous appelons la biosécurité, pour que les maladies ne surviennent pas. C'est ces formations qui nous apprennent comment faire une formule alimentaire équilibrée, pour que le poulet puisse manger, soit vous produire des œufs ou vous produire de la chair. Donc c'est très important ces formations. Sinon, un jeune qui rentre, il prend les poulets, il ne sait pas qu'il faut les vacciner. Il ne sait pas qu'il faut donner certains produits. Et c'est à des périodes régulières qu'il faut donner ces produits. S'il n'y a pas de formation comme ça, il ne peut pas s'en sortir. Et quand il perd les poulets, c'est vraiment son argent qu'il est en train de perdre. C'est pourquoi c'est essentiel ces formations. En un peu plus de 10 ans, le Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires CERSA a formé plusieurs étudiants et acteurs de la filière avicole de plusieurs nationalités. Ce centre contribue à renforcer l'ambition d'atteindre une autosuffisance en produits carnés en Afrique. Le CERSA, dans son fonctionnement, reçoit le soutien technique et financier de la Banque mondiale. Un autre centre nous intéresse. Il s'agit du centre d'enseignement artistique et artisanal de Palimé, jadis créé par un groupe d'acteurs et des artisans pour des activités en sculpture. Il est désormais géré par l'État togolais. Quelle formation offre ce centre? Une équipe de la télévision togolaise a fait un tour. Sylvain Abdou, regardez. Ces œuvres d'art et objets de décoration, on les retrouve ici, au Collège d'enseignement artistique et artisanal de Palimé, dans le Cloto. Un centre aujourd'hui reconnu par l'État comme établissement de formation et d'apprentissage après sa création par un groupe d'artistes sous la coordination d'un Français. Dès que l'inspecteur devait rejoindre son pays, donc qui est la France,
il a légué le centre à l'État togolais. Et l'État togolais a demandé au ministère de l'enseignement technique de le prendre en charge. Et le ministère de l'enseignement technique a jugé bon de le transformer en un centre de formation. Un centre de formation dans les métiers de l'artisanat. Ce centre de formation regroupe aujourd'hui plusieurs filières. Une manière de permettre aux jeunes d'acquérir des compétences, de s'insérer dans la vie socio-professionnelle, mais surtout de devenir des entrepreneurs. Entre autres filières, on avait d'abord la poterie moderne, appelée la céramique. On avait la sculpture, ceux qui taillent le bois, ceux qui ont taillé les chaises là, le bureau. Bon. Et ensuite, quand le ministère de l'enseignement technique l'a récupéré, on a ajouté la couture, on a ajouté la coiffure, on a aussi ajouté le batik peinture. Et ensuite, la dernière spécialité née, c'est la cuisine-restauration. Sur le site, on retrouve aujourd'hui différentes catégories d'apprenants. Le gouvernement veut faire de ce centre un modèle en matière de formation entrepreneuriale. Outre la formation, ce centre est aussi un lieu touristique et de découverte. En témoigne la salle d'exposition des œuvres, les ateliers de conception des habits, l'espace dédié à la poterie et bien d'autres endroits attractifs. Il prend aussi de l'ampleur. Actuellement, nous recevons des visiteurs de par le monde entier, surtout en vacances, en congé. Il y a des touristes qui déferlent au Togo et aucun touriste n'arrive au Togo et ne fait pas la connaissance du CEA. Ils viennent ici en grand nombre. Il y a les touristes nationaux, les touristes internationaux, européens, américains également, qui viennent pour découvrir le centre. Les apprenants y suivent un parcours de 3 ans, couronné par un certificat d'aptitude professionnelle. La formation est conçue pour être en phase avec la réalité du terrain. Le centre rénové il y a quelques années a cependant encore besoin des équipements pour renforcer cette formation apprentissage. Promouvoir des industries compétitives, mais dans le respect de la santé humaine. À ce titre, des séances ont eu lieu cette semaine et ont pour but d'amener les industriels à penser à mieux lutter contre les pollutions. Gabriel Aïna. Les industries sont au cœur du développement socio-économique du Togo. Mais leur fonctionnement est souvent source de pollutions diverses avec des effets néfastes sur l'environnement. Face à ces nuisances, le ministère de l'Industrie et de la Promotion des investissements explore ici des pistes de solutions. Ces industriels sont sensibilisés à promouvoir des entreprises compétitives dans un environnement sain. On attend qu'à l'issue de cette sensibilisation, que les opérateurs économiques adoptent de bonnes pratiques, puissent aller vers les technologies moins polluantes. Les équipements puissent être des équipements moins polluants. Aussi en termes de production des déchets, que les déchets qui seront issus des différentes activités puissent être traités, recyclés avant leur rejet dans l'environnement pour une durabilité dans le secteur de l'industrie. Des présentations suivies de questions-réponses, des échanges d'expériences entre les acteurs, toutes les approches ont été utilisées pour trouver des solutions aux pollutions industrielles. Quand on parle de solutions, c'est que c'est sérieux. Nous avons des polluants solides et des polluants liquides, des polluants gazeux. Et aussi la nature de ces polluants engendre de différents types de mesures. Il y a des polluants atmosphériques, donc la pollution de l'air. Et là, il faut avoir un système de filtrage pour ne pas émettre des gaz qui sont source de maladies respiratoires et tout ce qui va avec. Il y a aussi des polluants liquides, des eaux usées. Des mécanismes doivent être mis en place pour pouvoir retraiter, pour la réutilisation. La protection de l'environnement dans le système de production n'est pas à autrui, comme on a l'habitude de le penser. Mais c'est pour renforcer la compétitivité même de l'usine. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'environnement et du développement durable édition 2025. Elle contribue à dynamiser l'industrialisation du Togo.
C'est parti pour l'édition 2025 de la fête traditionnelle Djaouza dans le Kloto. Lancée officiellement ce samedi à Kpalimé, cette célébration des moissons qui se déroulera du 21 au 25 août 2025 vise à unir les fils et filles de la préfecture et à discuter des enjeux de développement local. Nathalie Panegui, de retour de Kpalimé. Le redécollage du Grand Kloto par l'agriculture, la culture et le tourisme solidaire, c'est le leitmotiv des organisateurs de la fête traditionnelle Djaouza, édition 2025. Cette célébration des moissons dans le Grand Kloto, désormais une tradition établie, offre à ses fils et filles l'opportunité de repenser le développement de leur localité. C'est avant chez nous qu'il y avait café, cacao et les populations vivaient des retombées de ces produits de rente. Aujourd'hui, le monde évolue. Si le café et le cacao ne marchent plus, il faut trouver les moyens, soit de les raviver ou de trouver d'autres types de cultures. C'est pourquoi nous parlons de redécollage. Donc il faut trouver d'autres moyens de redonner vie à la culture. L'événement se tiendra du 21 au 25 août 2025 à Kpalimé. Parmi les activités prévues, une foire artisanale, culturelle et gastronomique réunira les jeunes producteurs agricoles ainsi que des discussions thématiques. Nous voulons lancer déjà une foire le 21 pour que ceux qui vont venir à l'apothéose commencent déjà par voir ce que nos producteurs savent faire. Le 22, nous voulons animer des conférences débats sur 2 thèmes. Le premier thème, c'est culture, identité, développement, de manière à ce qu'on nous édifie sur les relations qu'il y a entre la culture, l'identité et le développement. Le second thème portera sur la sécurisation du foncier afin que nous tirions le meilleur parti de nos terres. La fête Djaouza symbolise le retour à la culture et à l'identité. L'apothéose de cette édition 2025 est prévue pour le 23 août. La fête de la musique édition 2025 continue d'être célébrée au Togo. Après Lomé et Kara le week-end dernier, ce sont les villes d'Anéro, Kpalimé et Sokolé qui ont également vibré au rythme de tam-tam et de diverses sonorités. Il était question de rassembler la jeunesse autour de cette musique et célébrer les artistes et mieux découvrir les rythmes du terroir. Gabriel Aïna. Après Lomé et Kara, la fête de la musique édition 2025 s'est poursuivie dans les villes d'Anéro, Kpalimé et Sokolé. À ces différents rendez-vous, le spectacle était non seulement magnifique, mais aussi plaisant. C'était une soirée vraiment très spéciale, c'était vraiment cool. Il faudrait que davantage, il y ait toujours des événements comme ça. Les artistes sont venus, on a passé tous les soirées comme nous voulons et nous sommes en joie. Et je sais que je vois ça faire cool. Donc, c'est très bon. La complicité entre artistes et public témoigne de la joie des populations de ces villes à célébrer la fête de la musique. À travers ces concerts, les organisateurs ne se contentent pas seulement de mettre en avant la musique locale. Ils offrent également une plateforme aux artistes pour exprimer leurs talents. Surtout pour les jeunes talents, c'est une opportunité précieuse pour se faire connaître auprès du grand public. La fête de la musique 2025 se poursuit avec une multitude d'autres activités à travers tout le pays. La musique togolaise est un élément fondamental de l'héritage culturel et de l'identité du Togo. Elle est profondément enracinée dans les traditions, les rites et les cérémonies de différentes ethnies du pays. La musique togolaise, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, est un vecteur d'expression, de transmission de l'histoire et de célébration des valeurs. Edwige Atapabasabi. Le Togo, c'est une diversité de rythmes, de danses et des pas qui véhiculent une multitude de messages. De la musique traditionnelle inspirée du Tubakbab, le Dapango, Kamou de la Kosa, Takai de la Centrale, Agbadja, Bobobo et Gazo chez les Évés du Sud,
Mais à chaque contrée, elle sert de moyen pour régler les différends familiaux, exprimer gratitude envers les ancêtres lors de divers événements. Elle permet aux générations de se connecter à leurs racines et de comprendre leur identité culturelle. Nous avons plusieurs atouts pour que cette identité musicale puisse être mise en exergue. Avec la contribution des beatmakers ou des arrangeurs, c'est avec la progression de notre chanté. Nous avons notre identité. Voilà, c'est à nous maintenant de savoir quoi en faire. Pourquoi ne pas prendre le timou? Pourquoi ne pas prendre le akbese et autres et mélanger avec les musiques modernes pour en ressortir un truc assez spécial qui sera propre à nous. L'essentiel, c'est d'accorder la visibilité à cette musique-là. Pour qu'une musique reste dans le temps, il faut déjà une bonne qualité pour cette musique-là. Et pour avoir de la bonne qualité, il faut avoir sorti les moyens nécessaires. Il faut un travail au préalable. Il faut que l'artiste travaille techniquement et qu'il ait un bon niveau. C'est le lieu de solliciter l'État togolais qui s'investit beaucoup dans la culture togolaise. C'est le lieu de les prier, de s'investir encore plus maintenant dans la recherche. Financer la recherche et appuyer les recherches dans un domaine précis, c'est développer le secteur. La musique du terroir demeure un puissant vecteur d'expression d'identité culturelle. Des traditions, des histoires, des valeurs, des émotions y sont transmises. Les paroles, les mélodies et rythmes racontent l'histoire d'un peuple, ses valeurs, ses croyances et ses coutumes. L'intemporalité d'une musique, moi je dis que ça réside dans l'inspiration, dans la composition et dans la progression de notre chanté. Il y a parfois des musiques qui viennent des faits réels, des vécus personnels, et c'est avec l'émotion que tu chantes, que tu transmets au public, qui parfois fait que la musique devient intemporelle. Pour Facile Togo, la fête continue jusqu'en septembre. C'est la fête, c'est notre fête. Ça continue avec les bureaux locaux et les marathons des artistes, les petits concerts entre nous. Pour nous les artistes, les réseaux sociaux, c'est notre mot de passe pour nos promotions. Un petit morceau dans 15 minutes, tu as déjà à 1000 et quelques, 5000, 10 000 et quelques vues. Alors que si tu passes par la communication, ça ne peut pas aller. Le Togo abrite plus de 40 groupes ethniques, chacun contribuant à la richesse musicale du pays. Malgré ces défis, la musique togolaise continue d'évoluer et de s'enrichir avec des artistes qui s'efforcent de préserver et de promouvoir leur patrimoine culturel tout en s'adaptant aux réalités du monde contemporain. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette édition. Bon après-midi dominical à tous. Au revoir.